Les séances de questions-réponses de la 15e législature de l'Assemblée nationale ont débuté ce lundi sous la houlette de son président Vương Đình Huệ. Le Vietnam s'efforce d'atteindre l'objectif de 700 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'import-export d'ici la fin de l'année. Grâce à la mise en œuvre du programme de la nouvelle ruralité, la physionomie de plusieurs zones rurales dans les hauts plateaux du centre a connu des changements drastiques. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Les séances de questions-réponses de la 15e législature de l'Assemblée nationale ont débuté ce lundi matin sous la houlette de son président Vương Đình Huệ. Lors de son discours inaugural, le chef de l'organe législatif a souligné que les questions posées se concentreront principalement sur la mise en œuvre de 10 résolutions adoptées lors de la 14e législature et depuis le début de la 15e législature. L'Assemblée nationale vise à acquérir une compréhension globale des progrès et des résultats dans la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale, ainsi que du respect des promesses et des engagements pris par le gouvernement, les ministres et les chefs d'industrie. Le processus de questionnement couvrira 4 groupes de domaines, parmi lesquels l'économie générale, l'économie sectorielle, la justice, les affaires intérieures, ainsi que la culture et la société. Au cours des 2 premières années du 15e législature, les activités de questionnement ont été menées avec enthousiasme et transparence, renforçant ainsi la responsabilité des dirigeants dans la résolution des limites existantes. Après la séance d'ouverture, des députés de l'Assemblée nationale ont interrogé les membres du gouvernement et les chefs de secteur sur la mise en œuvre des résolutions spécifiques au cours de la 14e législature, ainsi que diverses solutions afférentes adoptées depuis le début de la 15e législature. Le premier sujet abordé concerne l'économie générale et englobe l'investissement, les finances et l'activité bancaire. Le ministre des Finances, Hồ Đức Phước, a répondu aux interrogations des députés concernant l'amélioration de la gestion des biens publics. La gouverneure de la Banque d'État, Nguyễn Thị Hồng, a quant à elle répondu aux questions concernant le programme de crédit de 120 000 milliards de dong pour la construction d'1 million de logements sociaux destinés aux travailleurs à faible revenu d'ici 2030. L'après-midi, les séances de questions-réponses abordent des thématiques économiques sectorielles telles que le commerce, l'industrie, l'agriculture, le développement rural, les transports, la construction, ainsi que les ressources naturelles et l'environnement. Ces derniers mois, les importations et les exportations du Vietnam ont montré des signes de reprise. D'ici la fin de l'année, le Vietnam doit atteindre chaque mois de 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'import-export de marchandises pour atteindre l'objectif de 700 milliards de dollars. Cela nécessite donc beaucoup d'efforts de la part des entreprises et des ministères. Fin octobre, le pays comptait 7 groupes de produits d'exportation avec un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars. Le groupe des véhicules de transport et des pièces détachées est estimé à 11,6 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 18%. Il s'agit d'un nouveau groupe de produits entrant dans le groupe des exportations de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Au cours des 5 dernières années, nos revenus sont passés de 10 millions à 80 millions de dollars et la croissance annuelle est d'environ 15%. Même si le groupe des moyens de transport et des pièces de rechange a fortement augmenté, l'augmentation de ce seul groupe de produits n'a pas suffi à créer une percée dans la croissance des exportations, alors que de nombreux autres groupes sont encore en baisse. Il existe cependant encore des groupes de produits prometteurs. L'agriculture, la foresterie et la pêche devraient atteindre plus d'1 milliard de dollars d'ici la fin de l'année. Le groupe textile, cuir et habillement atteindra plus de 10 milliards de dollars.
Selon le bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, le plus grand marché d'exportation du Vietnam montre de nombreux signes de reprise. Le volume des stocks diminue progressivement et la forte demande de consommation pour les vacances de fin d'année sera le principal facteur affectant les commandes à l'exportation. Soutenir les entreprises est important. Nous avons organisé des activités de connexion et des réunions commerciales avec les agences américaines pour introduire les produits vietnamiens dans le système de distribution américain. Malgré de nombreuses difficultés, le taux de croissance économique et industrielle du Vietnam s'est progressivement redressé. C'est le fruit des efforts des ministères et des entreprises. Le Vietnam devrait atteindre un niveau record d'exportation de riz cette année. Le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit que le Vietnam exportera environ 8 millions de tonnes de riz, générant un chiffre d'affaires d'environ 4,5 milliards de dollars. Au cours des 10 derniers mois, le Vietnam a déjà exporté plus de 7 millions de tonnes de riz pour une valeur de près de 4 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 17% en volume et de 35% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière. La forte hausse des prix du riz depuis août peut être attribuée à divers facteurs, notamment à l'interdiction d'exporter du riz imposée par l'Inde et d'autres pays. Il est prévu que les prix du riz à l'exportation resteront élevés. Pour l'année prochaine, le marché du riz devrait rester dynamique car certains pays augmentent leurs importations pour assurer leur sécurité alimentaire. Au cours des 10 derniers mois, l'Union européenne a émis près de 3 900 avertissements en matière de sécurité alimentaire pour les produits agricoles et alimentaires importés. Parmi eux, seuls 55 avertissements ont été émis pour des produits agricoles et alimentaires en provenance du Vietnam. Ce nombre a diminué d'environ 15% par rapport à l'année dernière. Le groupe de produits qui a reçu le plus d'avertissements est celui des légumes et des fruits, avec 23 cas, suivi des produits de la mer, les confiseries et d'autres produits transformés. Parmi celles-ci, les infractions dues aux résidus chimiques représentent le chiffre le plus élevé, soit près de 60%. Conformément aux réglementations sur la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire, l'UE examine tous les 6 mois toutes les entreprises exportant des produits agricoles et alimentaires vers ce marché. Si les réglementations sont correctes, respectées, les fréquences des inspections et des réglementations pour les produits agricoles et alimentaires vietnamiens importés diminuera. À mesure que davantage de marchés d'exportation s'ouvrent, le nombre de poursuites anti-dumping contre les produits vietnamiens augmente également. Mais récemment, de nombreux procès ont été conclus en faveur des entreprises vietnamiennes. L'amélioration des connaissances et la réponse des entreprises aux mesures correctives commerciales, ainsi que le soutien efficace des autorités locales, ont aidé les produits vietnamiens à maintenir leur part de marché sur les marchés exportation. Récemment, les États-Unis ont annoncé résultats préliminaires du 19e réexamen administratif des droits anti-dumping sur les filets de Pangasius congelés du Vietnam. Ce taux d'imposition préliminaire est considérablement réduit. Ce résultat a été obtenu grâce à la participation de 4 entreprises supplémentaires au questionnaire de l'enquête afin d'obtenir de meilleurs taux d'imposition individuels et d'abaisser le taux d'imposition à 0,14 $ le kilo. L'entreprise défendante participant à ce procès a été très proactive en rassemblant toutes les données demandées par le DOC américain. Après 120 jours d'enquête, les résultats officiels ont été très bénéfiques pour le Pangasius vietnamien. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a quant à lui élaboré une liste d'alertes précoces des produits risquants de faire l'objet d'une enquête de défense commerciale sur les marchés d'exportation. Sur cette base, les industries s'autorégulent pour éviter le risque d'être poursuivies en justice. Parmi les 170 produits d'exportation surveillés, nous estimons que 17 produits exportés vers les États-Unis sont susceptibles de faire l'objet d'une enquête anti-dumping. Sur la base de cette évaluation des risques, les entreprises doivent également ajuster leur stratégie de production et commerciale.
Les États-Unis sont le pays qui offre le plus d'enquêtes de défense commerciale contre les produits vietnamiens, avec un total de 59 cas, et ce nombre continuera d'augmenter. Selon le conseiller commercial vietnamien aux États-Unis, à travers de nombreux procès, certaines grandes entreprises exportatrices se sont familiarisées avec le processus et les exigences de l'agence d'enquête. Elles ont investi dans des systèmes comptables ainsi que dans des services de conseil juridique, ce qui leur a permis d'obtenir de nombreux résultats bénéfiques. Outre les avantages liés à l'augmentation des exportations, le risque de poursuite en matière de défense commerciale augmente également. Les entreprises doivent continuer à se protéger en se dotant de connaissances sur les recours commerciaux. Alors que le Vietnam participe à davantage d'accords de libre-échange, les entreprises exportatrices doivent être plus proactives dans le traitement des poursuites en matière de défense commerciale afin de protéger leurs propres droits. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les hauts plateaux du centre revêtent une importance stratégique en termes de politique, d'économie, d'affaires sociales et de défense nationale et de sécurité. Pourtant, son développement économique n'a pas été à la hauteur de son potentiel et de ses avantages. Cela en raison des limites en termes d'infrastructures, notamment les transports. Ainsi, en plus d'ouvrir des routes verticales reliant la région sud, de nombreuses routes horizontales reliant les ports maritimes doivent être également développées. En effet, plusieurs projets de construction ont été lancés dès le début de la saison sèche de cette année. État des lieux. À cause de la prolongation de pluie, de nombreux appels d'offres pour le projet visant à renforcer la connexion de la route nationale 19 reliant la province de Gia Lai à Bình Định sont en retard. La province n'a pas encore trouvé de solution concernant les matériaux. Les entrepreneurs ont fourni des efforts pour accélérer les progrès de la construction. Il reste encore plus de 2,1 km de chantiers qui n'ont pas encore été livrés. Jusqu'à présent, 5 des 8 lots de projets ont été réalisés avec une longueur de 120 km sur un total de plus de 140 km. C'est la base pour mener à bien le projet 6 mois à l'avance. La pluie a cessé et le temps est propice à accélérer la progression. Nous passerons tout notre temps sur place à accompagner les entrepreneurs. Fin décembre, 6 lots seront achevés et en juin 2024, le projet sera achevé. La région des hauts plateaux du centre est riche en potentiel de développement économique, forestier, de transformation des produits agricoles et de développement du tourisme. Par conséquent, la création de voies de transport vers la mer sera une condition pour aider les localités de la région à accélérer le développement économique. La plupart des produits exportés par voie maritime de Gia Lai doivent passer par le port de Bình Định. Avec la stratégie de connexion touristique, ce sera une opportunité pour notre province. Selon le projet de plan régional pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050, la région des hauts plateaux du centre continuera à investir dans 6 autres voies express. C'est la base pour que ce lieu accélère le développement économique et maintienne une position stratégique en matière de sécurité et de défense. Toujours dans les hauts plateaux du centre, la physionomie de plusieurs zones rurales a connu des changements drastiques depuis la mise en œuvre du programme cible national d'instauration de la nouvelle ruralité.
Cette politique a apporté de nombreux résultats positifs grâce non seulement à sa faisabilité et sa praticité, mais aussi à la volonté politique des autorités et de la population locale. État des lieux dans une commune de la ville de Pleiku, dans la province de Jalai. La commune de Rao, autrefois connue pour avoir le taux de ménages pauvres le plus élevé de la ville de Pleiku, est désormais reconnue pour son succès dans la construction de la nouvelle ruralité. Ce succès est attribué à une organisation commerciale efficace et aux efforts de rénovation des infrastructures. La famille de Thanh, qui vivait autrefois dans la pauvreté, a vu sa vie s'améliorer grâce au programme de soutien financier local. Nous étions vraiment pauvres. Mais maintenant, ma famille possède 5 vaches pour l'élevage. Je remercie sincèrement les autorités locales et l'État de leur aide. Depuis qu'il y a des routes et de l'électricité dans notre commune, les gens peuvent gagner des revenus beaucoup plus élevés. Grâce à l'utilisation efficace des canaux de crédit fournis par des programmes ciblés, le nombre de ménages pauvres dans la commune de Rao a régulièrement diminué chaque année. La commune compte désormais seulement 15 ménages pauvres et 51 ménages quasi pauvres. À l'avenir, la ville de Pleiku accordera la priorité à l'allocation de toutes les ressources disponibles pour réduire le taux de pauvreté de la commune de Gao. Cette dernière doit développer l'économie en harmonie avec les autres localités de la ville. La commune de Rao a actuellement atteint 14 des 19 normes de la nouvelle ruralité. L'objectif de cette localité est d'établir des critères véritablement durables qui profitent directement aux populations plutôt que de simplement poursuivre des résultats sur papier. La province de Jalai étudie des modèles réussis et alloue des ressources pour mettre en œuvre efficacement le programme de nouvelle ruralité avancée. L'objectif est que d'ici fin 2023, 2% supplémentaires des ménages échapperont à la pauvreté. Situé dans la province de Baglio au sud, le parc ornithologique de Lep Bien est devenu une destination écotouristique attrayante. Cet endroit est considéré par de nombreux scientifiques comme abritant le plus grand nombre d'oiseaux de cette région, avec plus de 41 espèces. En venant ici, les touristes peuvent non seulement s'immerger dans un paysage naturel préservé, mais aussi mieux comprendre les efforts déployés par la population locale pour préserver ce parc au cours des dernières décennies. Depuis près de 30 ans, le nombre de cirognes résidant ici augmente progressivement. Le chant des oiseaux ne s'arrête jamais. Les 20 hectares de mangroves, initialement destinés au bois de chauffage, sont actuellement le refuge des oiseaux sauvages. Cela grâce aux efforts de M. Si, un habitant du district de Donghai, de la province de Baglio. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent en vendant ces arbres, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Les oiseaux peuvent également être vendus pour une somme d'argent importante, mais j'ai décidé de les protéger. Les bénéfices de la forêt de mangrove, ainsi que de la culture de crevettes, de crabes et de poissons, diminuent de jour en jour. Malgré des moyens de subsistance difficiles, les habitants de cette zone fluviale restent déterminés à nourrir les oiseaux. Nous sommes heureux de voir autant d'oiseaux voler. Nous n'aurions jamais imaginé devenir riches grâce à eux. Malgré les difficultés, nous espérons toujours que nos descendants continueront à préserver cette terre pour que les oiseaux puissent y vivre. Dans le passé, nous ne tirions aucun bénéfice des oiseaux. Nous avons maintenant décidé de transformer ce parc en une destination d'écotourisme. Nous sommes heureux de pouvoir gagner un revenu supplémentaire. Monsieur Si patrouille chaque nuit pour protéger les oiseaux du vol. Une terre fertile leur fournit non seulement un endroit où se percher, mais apporte également un bonheur particulier à la population locale.
Le festival de chansons prévu du 4 au 6 novembre dans la province de Ninh Bình a attiré la participation d'environ 200 artistes, artisans, acteurs et instrumentistes de 20 clubs représentant plus de 10 provinces et villes du pays. Il s'agit du plus grand nombre de participants jamais enregistrés pour le festival. Les instrumentistes et artistes qui se produisent ici couvrent un large éventail d'âges, des jeunes enfants aux personnes âgées et viennent de tout le pays. Le Festival de chansons 2023 vise à faire reconnaître le chanson et de l'inscrire sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Les papiers or et dưỡng, connus pour leur qualité unique et leur importance traditionnelle, font face actuellement au risque de disparaître, principalement en raison de la popularité croissante des papiers industriels, ainsi qu'au changement de comportement des consommateurs. Néanmoins, la créativité et la passion pour les valeurs traditionnelles des artisans et des passionnés de culture insufflent une nouvelle vie à ces papiers. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, plongeons-nous dans le parcours d'une jeune artisane qui s'efforce de raviver l'intérêt pour ces matériaux en fabriquant une variété de produits alliant valeurs traditionnelles et design moderne. J'ai toujours eu envie de devenir une artisane qui fabrique des produits à partir de papier traditionnel. Avec de petits produits comme ceux-ci, je veux évoquer des souvenirs chez les gens. Lorsque mes amis qui n'ont pas vietnamiens m'ont vu utiliser un cahier fabriqué par Hương, ils ont été surpris. Ils se demandaient pourquoi j'avais un tel cahier. Je me sentais très fière. Je m'appelle Hương, je suis artisane. J'ai un grand amour pour le papier traditionnel, qui est le papier or. En fait, mon amour pour ce type de papier a commencé dès la première fois que je l'ai vu. Un jour, j'ai assisté à un cours sur les fleurs séchées, où le professeur m'a remis une feuille de papier pour servir de fond. C'est au cours de cet atelier que j'ai vu un papier traditionnel pour la première fois. Il m'a fallu environ 4 à 5 mois pour fabriquer des abat-jours en utilisant du papier artisanal. J'utilise la technique manuelle de la gravure sur bois pour imprimer et orner les abat-jours des fleurs séchées. J'ai soigneusement extrait les nervures des feuilles de body et les ai apposées sur les abat-jours. Il s'agit d'un éventail en papier fait de papier dưỡng traditionnel. C'est presque la couleur naturelle de l'écorce de l'arbre dưỡng. Voici le calendrier que j'ai créé pour l'année 2023. Les fleurs et les feuilles ici proviennent toutes des arbres dưỡng et or, les mêmes arbres utilisés dans la création des papiers que je tiens dans ma main. Durant mes années de maternelle, je recevais une carte de bonne conduite de mon professeur en récompense si je m'étais bien comportée tout au long de la semaine. À travers de petits produits comme ceux-ci, mon intention est dans une certaine mesure d'évoquer des souvenirs chez le public. Dans les produits que je crée, je privilégie toujours les facteurs qui allient patrimoine et créativité.
En plus de défendre les valeurs traditionnelles, je les exploite pour insuffler une plus grande créativité dans mon travail et adapter les produits au goût actuel. Je me provisionne en papier Zor directement auprès des artisans du village papetier de Zor dans la province de Bắc Ninh. Quant au papier Zung, soit je l'obtiens, soit je collabore avec des artisans de la province de Hòa Bình pour le produire. Au départ, j'ai commencé à créer des produits à partir de papier traditionnel simplement par amour pour eux. Au fil du temps, j'ai progressivement compris que ce métier artisanal m'avait choisi. Dès que j'ai eu cette prise de conscience, j'ai pris la décision de m'y consacrer à plein temps. Même si j'avais déjà utilisé des produits en papier traditionnel, une fois que j'ai découvert les créations faites à la main de Hương, je les ai trouvées très spéciales. Chaque feuille des cahiers et la couverture réalisée par Hương témoignent de son souci méticuleux du détail. Je ne me sens pas seulement fière. Au moins, les gens prennent conscience de l'existence de si beaux papiers au Vietnam. Dès le début de mon parcours dans la création de produits artisanaux, j'ai eu un fort désir d'inclure des étrangers parmi mes clients. J'ai remarqué que lorsqu'il rencontre des objets traditionnels vietnamiens faits à la main, il aime vraiment ces objets. J'ai observé qu'il apprécie profondément les produits artisanaux originaires du Vietnam. Grâce à eux, j'ai contribué à promouvoir et à élargir la présence des papiers et produits artisanaux traditionnels vietnamiens dans le monde. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.